Moi, quand j'étais petit, le monde entier se trouvait être à la table de mes parents. Et quand je dis le monde entier, c'était des gens, des amis de mon père et de ma mère. Bon, déjà en partant, ma mère, c'est une Québécoise, une Canadienne-Française du centre du Québec. Mon père, qui vient de Trinidad et Tobago, son meilleur ami, un Danois, un grand Danois qui avait quitté après la Deuxième Guerre mondiale pour se fabriquer une vie ailleurs. Mon père avait un ami italien qui avait quitté sa famille parce qu'il avait une sexualité différente à l'époque et puis que c'était mal digéré par sa famille. Il était toujours à notre table, il était très, très flamboyant. On avait un ami portugais qui, lui, avait quitté à cause de la dictature. Mon père avait des amis qui venaient d'Afrique du Nord, qui venaient d'Afrique centrale aussi. Des amis de mon père qui étaient indiens, qui, eux, arrivaient toujours avec de la bouffe, mais en quantité comme si on était des millions de personnes alors qu'on était juste une dizaine ou une douzaine. Alors, tous ces gens-là peuplaient la table chez mes parents. Ils arrivaient avec leurs expériences, mais aussi avec leur intérêt politique, leurs intérêts sociaux. Et ils arrivaient dans un moment d'effervescence au Québec, qui était aussi en quête d'identité, en recherche. Et ça parlait, ça discutait, ça chantait. Alors, ce qui est drôle, c'est que maintenant, je me retrouve des années, des décennies plus tard, avec ce même désir de retrouver autour de ma table des gens qui viennent de partout. La mixité a continué. Moi, je suis le résultat de ce mix, de ce mélange entre ma mère et mon père, un mélange de couleurs, un mélange de langues. Bon, alors moi, j'ai continué. Je suis marié avec une franco-manitobaine qui, elle aussi, est issue d'un mélange. J'ai une petite fille. Moi, je suis un petit garçon chocolat. J'ai une petite fille caramel qui, de par son accent, dans sa classe à l'école, c'est la québécoise. Et c'est drôle que ce soit la québécoise qui soit caramel. Alors, il y a plein de gens qui viennent de partout ailleurs dans sa classe. Et moi, j'ai ce désir de personnifier ce qui se passe au Québec, de ce qui se passe au Canada, en revisitant ce qui se passait à la table chez nous quand j'étais petit. Donc, cette volonté de voir des gens de partout qui ont été poussés de chez eux ou qui ont choisi de partir de chez eux pour venir s'enraciner ici. Parce que, dans le fond, plus on se parle, plus on découvre qu'on n'est pas si différents. Et même plutôt pareil. Fadi vient d'une famille libanaise, mais a grandi en Côte d'Ivoire. Chaque été, il retournait dans le Liban natal de ses parents. À 17 ans, son père l'envoie étudier à Montréal et il décidera de s'installer ici. Bienvenue, Fadi. Merci. OK. Pour quelle raison t'es parti de l'environnement où tu étais? Parce que, ouais. Non, mais il y a des gens qui partent quand même d'endroits paumés, épouvantables. Mais partir de la Côte d'Ivoire, c'est un endroit magnifique, avec ses différences, avec ses particularités. Est-ce qu'il y en a qui se disent, mais pourquoi être parti? Pourquoi? Tellement de fois. Surtout à cause de la chaleur. Comment tu as fait pour quitter la Côte d'Ivoire pour venir ici à moins 30, moins 20? Mm-hmm. D'ailleurs, quand je suis arrivé au Québec, c'était la première fois que je voyais la neige. Je n'avais jamais vu la neige à 17, 18 ans. Oui, souvent, les gens me posent la question, pourquoi tu as quitté un pays comme la Côte d'Ivoire pour venir ici? Puis moi, c'est souvent avoir envie d'aventure ou avoir envie de vivre autre chose. Mais quand on pose une question vraiment super primitive, là, comme quel est ton pays? Je suis quoi? Mais j'aime penser que je suis un peu de tout. Étant né en Côte d'Ivoire, donc connaître très bien la culture africaine, de l'Afrique de l'Ouest. Par la suite, être profondément aussi enraciné dans mes valeurs libanaises. Découvrir un peu la France comme un autre continent. Et finir à Montréal, au Québec, dans un autre continent nord-américain, ça en fait quand même 4. Ça me fait un peu citoyen du monde. Ça va bien? Oui, je suis content que tu sois venu. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un tablé. C'est de la viande de mouton crue, assaisonnée avec de l'oignon et de la menthe. Viande fraîche. C'est les assaisonnements avec les ingrédients libanaises. Ça va? Ça comme ça, là?
On va dire avec une bouchée, tu fais un voyage de 30 ans. Ouais. Une bouchée. C'est un retour aux sources. La nourriture. C'est beaucoup de nostalgie. Beaucoup de nostalgie, regoûter à ça. La culture passe beaucoup par le culinaire. Moi, j'ai réussi, avec mes collègues, à leur faire découvrir ma nourriture avant qu'ils me découvrent moi. Ils ont découvert ma nourriture, ils ont adoré. Là, j'ai fait, là, c'est le temps que tu leur parles. Puis, mon Benoît, hein? Je suis policier, directeur de police de l'agglomération de Longueuil. Dans les faits, Fadi est le premier chef de police au Québec issu d'une communauté culturelle. Il a été nommé à ce poste pour sa perspective sur le profilage racial. Quand mon père a su que je voulais devenir policier, et lui, ses références étaient le Liban et la Côte d'Ivoire, il dit, mais non, Fadi, tu peux pas devenir policier, là. C'est pas ce qu'on s'attendait de toi, c'est pas l'héritage qu'on veut que tu donnes. Mais je suis vraiment tombé en amour avec cette profession-là. Ça, c'était tout récemment. Je suis allé patrouiller avec un patrouilleur. Puis le fait de m'habiller en bleu comme eux, sans aucun grade, beaucoup des policiers sont extrêmement surpris de voir que le directeur se met au même niveau puis répond aux appels d'urgence comme eux. Souvent, quand on monte directeur ou on monte en grade, les gens oublient d'où est-ce qu'ils viennent, d'où est-ce qu'ils proviennent. Je fais un parallèle avec mes origines ethniques aussi. Faut jamais oublier d'où on vient. Donc pour moi, retourner à mes racines, c'est me ressourcer, c'est rester aussi fidèle à celles que j'ai eues quand j'étais tout petit, mais les mélanger avec celles que j'ai reçues quand je suis arrivé au Québec. Cette photo-là, qui est la photo de mon village, au Liban, ma maison est exactement... Parfois, quand j'ai une certaine nostalgie, je peux la regarder. Puis c'est la maison de mon arrière-grand-père qui est juste en arrière ici. Une des grandes fiertés de Fadi en tant que policier, c'est le rôle qu'il a joué dans un des quartiers les plus violents de Montréal, le quartier Saint-Michel. À Saint-Michel, j'ai instauré une approche, au lieu d'avoir la tolérance zéro, j'ai enlevé le mot zéro et j'ai gardé juste tolérance. Lorsque je suis arrivé à Saint-Michel, il y avait une manifestation de la communauté haïtienne devant le poste 30 pour dénoncer le profilage racial. Et en 2010, lors du séisme, en janvier 2010, le séisme d'Haïti, un de mes policiers, qu'on aurait pu penser que c'était un policier plus réfractaire, lui, de sa propre initiative, est sorti. Il a pris la clé du mât, il a baissé le drapeau du SPVM en berne pour les morts d'Haïti, les 300 000 morts d'Haïti, et il a mis le drapeau d'Haïti. Je l'ai regardé, là, je suis parti à brailler. Tu comprends? Je suis parti à brailler, j'ai dit, ça se peut pas. T'as pas fait ça, Alain? Il dit, boss, ça se peut pas ce que ce peuple a vu. Il dit, hey, t'arrêtais pas de sacrer sur tout le monde. Puis là, tu baisses le drapeau. Quand la population a vu ça, ils sont venus prendre des photos, ils sont venus manifester leur joie du poste du quartier Saint-Michel, ayant une ouverture d'esprit envers la communauté et comprenant la douleur de la communauté. Pour moi, ça a pris 5 ans. Souvent, on me dit, Fadi, tu es une success story. Non. Non. C'est le cumul d'échecs qui a fait la différence. Si j'aurais pas eu d'échecs, je serais peut-être même pas là. Mais tous ces échecs-là ont fait en sorte que j'ai foncé encore plus. Et j'ai jamais lâché. Un des grands mandats de Fadi en tant que chef de police du quartier a été d'établir une stratégie pour retrouver une forme de paix dans Saint-Michel. Moi, je n'ai pas senti du racisme pur. Et je pense avoir une bonne idée, c'est quoi du racisme pur, où la personne sent que sa communauté est supérieure. Ce que j'ai ressenti, par contre, c'est la non-connaissance de l'autre, l'indifférence, la distance, la peur. Est-ce qu'il y a un truc lorsqu'on est confronté par des gens qui peut-être ont une fermeture d'esprit? Bon, évidemment, on peut encaisser. Mais est-ce qu'il y a un truc pour désarmer ceux qui ont les poings levés puis qui sont fermés d'esprit? Je sais pas si c'est un truc, mais je pense que c'est une attitude. D'après toi, qu'est-ce que ça doit être, cette attitude? Mais l'attitude, pour moi, ça doit être une attitude d'ouverture de ma part. De rester, c'est eux qui m'ont accueilli, c'est moi qui veux m'intégrer. Et mon attitude, ça a toujours été, dans plusieurs domaines, privé, personnel et professionnel, c'est de leur prouver que je suis une bonne personne, puis je veux du bien. Vous m'avez accueilli, j'ai été reçu, je veux redonner. Et vous allez voir au fil du temps que je suis pas si bizarre que ça. J'ai vu que j'étais capable d'aider,
de servir, de protéger, de soutenir. Pour moi, c'était naturel que j'ai cette profession-là. Mais je ne l'aurais pas faite pour n'importe quel peuple non plus. Faut comprendre que je me suis vraiment senti chez moi. Et c'est là qu'était venu le moment de redonner. Il me disait, Fadi, c'est exactement là où tu vas déposer tes valises et tu vas rester. En 2014, Cynthia, son mari et leur petit bébé arrivent à Montréal, fuyant leur Venezuela natal. Super. Bonsoir. Merci. Cynthia et son mari étaient journalistes dans leur pays. Nous sommes venus ici, ça fait 5 ans déjà, avec 3 valises. On n'avait presque rien, peut-être 2 livres, et c'était tout. Je pense que ce qui me manque le plus sont mes livres. Puis, on a cherché chaque objet en pensant un peu à recréer notre maison à Venezuela, qu'on a laissé fermée, la porte fermée. Si tu peux voir, on a mis quelques petits... Oui, quelques petits mementos. Oui. Le tapis, c'est un tapis typique de chez nous. Ça s'appelle un tapis guajiro. Je l'ai trouvé ici dans un marché vintage. Moi, je viens d'un pays qui est toujours vert, avec les perroquets qui s'envolent. Mon père vient de pas très, très, très loin. Ouais. Mon père vient de Trinidad. De Trinidad, qui est donc, près de nous. je sais pas, quelque chose à propos du soleil. On n'est pas tellement loin de l'équateur. La partie de Caracas où j'ai grandi s'appelle La Pastora. Le coin chez moi, c'était celui-là. Je ressens beaucoup de nostalgie en regardant ça. Est-ce que c'est en vous parlant, ton mari et toi, à une table comme ça, que vous avez pris la décision de tout laisser puis de... Ouais. On était dans ma chambre, on regardait la télévision, on s'est vu, et c'était comme, vámonos, hay que irse. On s'est dit, hay que irse. Il faut qu'on parte, il faut partir. C'était vraiment une nécessité. Ça a tout changé. Ça semble banal, mais c'est pas banal, pas du tout, parce que c'est un petit instant qui se change tout. Et tout ce qu'on va faire à partir de ces moments-là, c'est pour ces plans qu'on s'est mis dans la tête qu'on va... De partir. De partir. Quand on était à Venezuela, les derniers mois, c'était comme la bataille. C'était la guerre. On habitait dans un quartier qui était au cœur du conflit. Et tous les après-midi, on avait du gaz lacrymogène qui entrait par la fenêtre de notre appartement. Pour nous, c'était une question de sécurité de notre fille. Elle avait 7 mois et je devais fermer toutes les fenêtres et rester dans un coin de notre maison avec elle comme ça. Des fois, je commençais à sentir même le gaz qui entre à la maison. On ne sait pas quoi faire, vraiment. Mes parents ont souvent accueilli des nouveaux arrivants dans notre maison. Cynthia et sa famille, en atterrissant sur Montréal, habitent chez Kiko, un immigrant vénézuélien. Ça serait complètement différent si on n'avait pas la chance d'avoir Kiko dans notre vie et sa merveilleuse famille. Si tu arrives à un nouveau pays, tu connais personne, tu parles pas la langue, tu es comme perdu, tu n'as jamais vécu un hiver, c'est comme... Tu as besoin de quelqu'un qui t'aide la première semaine. Ils vivront leur première semaine dans une chambre dans le sous-sol, chez Kiko. Je me souviens très bien quand j'ai eu mon passeport canadien, je te jure, j'ai dormi avec ça sur mon coussin. Ouais. Je l'ai touché la nuit parce que ça déchange la vie. Era bien loco. La sensación era... Estoy aquí y lo revivo.
C'était fou, la sensation de ne pas appartenir là-bas, ici non plus. Cette chambre, c'est comme le refuge, mais là-bas, là-dehors, c'était l'inconnu, l'infini, toutes les possibilités, mais aussi toutes les peurs. Quand on a pensé, OK, on s'en va, on va partir, on va aller au Canada, on va aller au Québec, il faut que tu prennes le français pour de vrai. Je me suis mis comme sérieusement à étudier le français. Quand on habite à Venezuela, il n'y a personne qui parle français. Nous sommes venus ici, je ne comprenais presque rien. Il y avait beaucoup de mots particuliers. L'accent, si je dois aller chez Rona, chez Jean Coutu, chez l'épicerie, n'importe quoi, j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que je dois faire? Je commence ma routine avec des nouvelles de Venezuela que je lis tous les matins. C'est dur à lire. Des fois, il y a des nouvelles qui sont vraiment... On fait comme... Des fois, cela nous arrive, moi, mon mari. Tu es correct? Mais oui. Mais qu'est-ce qui se passe? As-tu lu cette histoire de... Ah oui, j'ai lu. Puis après qu'on lit le résumé vénézuélien, on va lire la presse locale. Des fois, c'est fou parce qu'on vient de lire toutes ces nouvelles à Venezuela, puis on lit une nouvelle ici qui est vraiment... Des fois, ça nous semble un peu chouette. On dit, ah, c'est cool ces nouvelles-là. Quand tu rencontres des nouvelles personnes, et puis quand tu leur parles de ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu leur dis? Ben, généralement, je dirais, j'étais journaliste. J'ai fait du journalisme chez moi. Maintenant, je fais des cours d'espagnol pour les enfants. Je fais des ateliers artistiques. Je fais d'autres genres de choses. J'écris encore. Mais je dirais généralement, oui, j'étais journaliste. Être immigrante, c'est vivre dans deux réalités en même temps. Surtout être immigrant provenant d'un pays si compliqué, si difficile comme le Venezuela. La réalité, c'est que moi, par exemple, je dois envoyer ma mère le shampoing, de serviettes sanitaires féminines. Il n'y a rien. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de choses basiques. Ma famille n'a pas de l'eau. Des fois, l'énergie s'est coupée. Ils ont appris à vivre comme ça. Quand je suis arrivé à l'aéroport Mirabel, il y avait 2-3 mots qui m'ont été dits par le douanier. Parmi les mots, il parlait avec un de ses collègues, il disait « Calice de tabarnak ». Mais Calice tabarnak, pour moi, c'est un lieu avec la religion. Bien sûr. Là, je me suis dit, tu es un prêtre, tu es un moine. Je comprenais pas qu'il était habillé en uniforme. Il disait ça. Puis le prochain mot, c'était bienvenue. C'était vraiment étonnant d'arriver dans un pays et qu'ils te disent bienvenue, soyez le bienvenu. Ça, Grégory, ça m'avait frappé. Bienvenue. Oui, bienvenue. Oui, bienvenue, moi, oui. Vous êtes un résident permanent. Vous avez le même droit, le même devoir qu'un Canadien. On ne croyait pas vraiment. Parce qu'on était déjà habitués à vivre en danger. Et je suis arrivé au Québec. Mon père m'a mis à Stanislas, à Outremont, dans une école jésuite, pour s'assurer de la continuité d'éducation. Rencontrer ma première blonde qui m'a mis sur le droit chemin, comme je pourrais dire. C'est elle vraiment qui a été l'élément déclencheur de l'amour que j'avais pour le Québec. Elle venait de Louisville, donc une famille plus traditionnelle avec un père médecin. Donc je suis allé souvent dans la campagne découvrir le ski alpin, le ski de fond. Imaginez-vous découvrir l'hiver
psychologiquement, si tu veux, c'est presque sûr qu'elle a remplacé mes parents avec sa famille. J'ai plongé dans le chaudron d'amour de la famille de Louisville versus celle de la Côte d'Ivoire. C'est venu faire un remplacement. Et sans cette première rencontre-là, je ne sais pas si j'aurais eu un attachement aussi profond. Mais ça m'a fait découvrir le Québec de manière très... un coup de foudre. Lorsqu'elle est arrivée à Montréal, Cynthia a rejoint un groupe communautaire latino-américain avec lequel elle met ses talents de journaliste à profit. Les organismes communautaires comme les nôtres sont là pour ça, pour le bon accueil. Et après, les gens deviennent autonomes et c'est bien. Plutôt quand des personnes comme toi qui apportent tellement de compétences et d'expérience de son pays d'origine, c'est une richesse. Cynthia écrit bénévolement un livre avec le centre communautaire, ce qui l'aide à s'intégrer dans son nouveau pays. Ce livre, Relatos y Recetas, Récits et Recettes, c'est une compilation de récits de migration, des histoires de migration de mères latino-américaines. Beaucoup de femmes inspirantes qui ont vécu des choses vraiment difficiles et des recettes typiques de partout l'Amérique latine. Mais est-ce que tu as eu l'impression, en arrivant ici, de vivre la vie de quelqu'un d'autre, de ne pas vivre ta propre vie, mais de vivre la vie comme d'une nouvelle personne? Ah oui. L'expérience de la migration nous change complètement. Au début de tout, on se pose des questions qu'on ne savait jamais poser sur nous-mêmes. Par exemple, est-ce que moi je suis journaliste, je suis une journaliste ou je suis une personne qui a toute cette qualité comme personne, comme professionnel et que je peux les utiliser, les appliquer dans un autre côté de la vie. Mais c'est intéressant aussi de découvrir qu'on n'est pas ce qu'on pensait avant. On est beaucoup plus que ça. Si le bénévolat aide Cynthia à s'intégrer, l'immigration entraîne aussi son lot de difficultés. Je vous donne un exemple très concret. Je travaillais dans une compagnie de piscine creusée. Quand le premier groupe qui m'a engagé m'a vu arriver avec mon allure, mon teint basané, mon accent, la première réaction du chef de l'équipe, c'était l'équipe de ciment, la première réaction c'était « Oh, tabarnouche, on est rendu là, à travailler avec cette affaire-là ». Et ça, c'était mon comité d'accueil. Je ne pense pas avoir été totalement surpris. Sincèrement, pas aujourd'hui, mais dans ce temps-là, je me disais, je m'en fous, j'ai besoin de travailler. 2008, donc, 20 ans plus tard, je suis à Ville-Saint-Laurent, dans ma maison, et je me commande une piscine. J'ai mes 3 enfants à mes côtés. Et une équipe de piscine vient installer ma piscine creusée. Qui est le chef d'équipe? Le même chef. Et là, il me regarde, il me dit, il capote, je capote, mes enfants ne comprennent rien. Et je pars à pleurer, il part à pleurer, il me prend dans ses bras et dit « L'immigrant, je suis tellement fier de toi, t'as réussi. » Ma fille, elle a 6 ans, elle s'appelle Sienna. L'autre jour, on est allé à la manifestation pour le climat. Pour moi, c'était super important, au début, tout lui montrer tous ces gens-là qui sont à défendre ces idées, à protester quelque chose qu'on n'aime pas. We will never stop fighting for the living planet. À Venezuela, on ne peut pas faire ça. À Venezuela, tu vas aller en prison. On a fini la manifestation, on a resté au parc après. Et je me disais, c'est ça comme une manifestation doit finir. J'avais oublié ça. J'avais oublié cette sensation. La manifestation est là, on a protesté, maintenant on est au parc. On va prendre une crème glacée, on va aller au cours de natation. On ne s'est pas fait impressionner pour être aujourd'hui ici. Saint-Michel, pour moi, ça a été un coup de foudre. Hein. J'ai adoré ce quartier-là. J'ai pleuré. Hein. Quand je suis arrivé, là, non, je veux pas venir à Saint-Michel, t'es fou, comme commandant. Je veux rien savoir. J'ai pleuré. Puis quand j'ai quitté, j'ai pleuré. Je voulais plus quitter. J'ai adoré ce coin. Ici, là, on en a couvert des fusillades. Regarde là, comment c'est paisible maintenant.
J'étais de 2005 à 2010, 2011. 5 ans. 5 ans. Je suis le seul jusqu'à maintenant à avoir fait autant d'années. À titre de chef du poste 30 dans le quartier Saint-Michel, Fadi a travaillé de concert avec des groupes communautaires comme celui de Hamid. Hamid œuvre au sein de l'organisation communautaire Les Terrasses d'habitation Saint-Michel, qui a pour but de promouvoir la vie communautaire du quartier. Il rêvait déjà, je suis arrivé, on a continué à rêver ensemble pour amener le changement dans le quartier. T'es l'acteur maintenant. Ça va bien? Oh, il t'a blanchi, hein? Toi aussi, hein? Ça va bien? Ah, mon frère, ça va bien. Ça va bien. Oh, ça fait plaisir de te voir. Ça va? Ah, ça fait combien d'années maintenant? Il y a 15 ans, les résidents n'osaient pas se promener dans les rues du quartier Saint-Michel. Les gangs de rue avaient instauré un climat de peur. Tu te rappelles comment on s'est battu? Ouais, il y a une longue bataille pour qu'on puisse avoir un terrain de soccer. Tu te rappelles? Ouais, Avant, ouais. on ne peut même pas sortir ici. Mais ça, c'est devenu un lieu où toutes les familles se réunissent le samedi, dimanche, le soir, l'été, là. Il y a plein de monde ici. Les familles ne se tenaient pas ici le soir, hein. Non, jamais. Ouais. Ah, un vrai terrain, hein? Un vrai terrain. Hey, on a veillé, hein? Quand j'ai remarqué ça, là, ça a demandé l'aide de tout le monde pour en venir à bout. Jamais je me serais imaginé qu'un quartier comme celui-là existait quand je suis arrivé à Montréal. Si ça a été possible à Saint-Michel, hein, c'est possible partout. Cynthia se sert de son expérience d'éditrice pour créer un livre avec sa fille, un abécédaire trilingue pour lequel Sienna fera les illustrations. Crema. C'est crème glacée. Tomates. Moi, j'aime pas les tomates. Tomates. On a fait un livre, nous ensemble. J'écris tous les mots, et puis Sienna était l'illustratrice. Mais quand elle a vu le prototype, qu'elle a vu son nom-là, son prénom-là, ses dessins, elle était comme « Maman, mais tout fait de livre. » Mais oui, je sais, je t'avais dit. Mais maman, c'est un vrai livre. Elle était super fière. Attends, je veux juste bien comprendre. Est-ce que tu es en train de me dire que tu fais ce projet-là pour qu'elle comprenne ce que tu faisais avant? Pas seulement, mais oui, c'est l'une de mes motivations. Ce sont les enfants qui, plus tard, vont faire l'avenir du Québec. Alors, eux, ils n'auront pas de barrière. Vous allez voir des jeunes latinos, des jeunes de la communauté noire, des jeunes de la communauté musulmane arabe, des jeunes québécois un peu plus loin, de pure laine, de longue racine. Tout le monde joue ensemble. Tout le monde joue ensemble. Et pour moi, c'est ça mon Montréal. C'est ça mon Canada, mon Québec. Tout le monde est ensemble. Pour moi, l'avenir, c'est de voir grandir ma fille. C'est de la voir devenir un papillon, une fée, une superwoman. Moi, mon père, c'est un immigrant. Quand j'étais petit, il me chantait une chanson en français. Il était un anglophone. Il m'a pas du tout parlé en anglais. Pas parce qu'il voulait renoncer à sa citoyenneté, mais principalement parce qu'il voulait être sûr que j'allais parler français, que son handicap linguistique allait pas être mon handicap linguistique. Mais n'empêche que... Et j'en étais pas conscient quand j'étais petit. Mais mon père chantait toujours « Moi, j'ai quitté mon pays bleu. Moi, j'ai quitté mon pays bleu. Moi, j'ai quitté mon pays bleu. Et je n'ai pas su lui dire adieu. » Et je n'ai pas compris pourquoi c'était si important pour lui, jusqu'à ce que, beaucoup plus tard dans ma propre vie, je comprenne le sérieux de partir.
Bonjour, Cynthia. Bonjour. Entre donc, bienvenue chez moi. Merci. Bienvenue. Petite bise. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu aimerais boire? De l'eau, ça marche. De l'eau? Oui. Très bien, ça, de l'eau. On en a. Voilà pour toi. C'est Fadi. Je vais le chercher tout de suite. Vas-y! Entre dedans. Ça va? Bon? Bienvenue chez nous. Fadi, j'aimerais te présenter Cynthia. Toute mon enfance, j'ai vu mes parents recevoir dans notre maison leurs amis qui venaient de tous les continents. Alors j'ai eu envie que Cynthia et Fadi se rencontrent. Elle est venue plus déterminée que moi. Moi, je suis arrivé comme étudiant étranger. Donc, je n'étais même pas immigrant. Mes papiers d'immigration, je les ai faits ici. Et je suis devenu Canadien en 91. Et 5 jours après d'être devenu Canadien, j'ai appliqué dans la police. Parce qu'il fallait être Canadien pour être dans la police. 5 jours après. Wow. Hey. Est-ce que tu te rappelles des premiers amis québécois que tu t'es fait? Pas des gens de la diaspora vénézuélienne, pas des gens... Est-ce que tu te rappelles de ce premier contact-là? Je me rappelle surtout de mon contact avec les organisations. Et là, j'ai trouvé des gens super ouverts. Il y avait beaucoup de mamans québécoises et tous étaient comme super intéressés à notre histoire, à nous. Des fois, elles me demandent pourquoi tu viens ici s'il fait trop froid? Si tu viens du Caraïbe, qui c'est paradisiaque, oui. Mais tu sais, le froid, tout par les gens. Pour moi, c'était une étape fascinante, vraiment. Quand tu penses à cet endroit où tu vis, le Canada, le Québec, la grande région de Montréal, tu as des enfants. Est-ce qu'il y a des choses dont tu dis, moi, je suis vraiment très fier, très, très heureux de vivre dans ce milieu-là. Je pense que c'est bon pour eux. Je te dirais ici, ce que je trouve particulier par rapport aux autres pays où j'ai vécu, c'est les possibilités. On peut rêver. C'est frappant. C'est frappant. Je peux espérer. Je peux avoir un rêve et le réaliser. Je suis d'accord avec toi, la possibilité de rêver, la possibilité de choisir. Nous avons eu une belle conversation sur le Québec, en particulier sur le droit des femmes. Les droits des femmes. L'égalité entre les femmes et les hommes est une valeur précieuse au Québec. Il faut savoir que les Québécoises ont dû lutter durant des décennies pour obtenir les mêmes droits. À preuve, les femmes n'ont obtenu le droit de vote qu'en 1940 et la reconnaissance de leur statut juridique n'est survenue qu'en 1964. C'est quelque chose de super important pour moi ici, de savoir que ma fille va grandir dans une société qui la protège, qui pense à elle, où elle peut vraiment s'épanouir. Enfant, j'écoutais les amis de mes parents nous parler de leur pays en partageant un bon repas. Ma rencontre avec Cynthia et Fadi devait inévitablement finir autour de la nourriture de leur coin de pays. On est sûr que ce que Fadi a apporté va être bon parce que c'est sa mère qui l'a préparé. Ah oui. Et moi, on n'est pas sûr. Mais toi, qu'est-ce que tu nous donnes? Je apporte des fèves noires. Oui. Et aujourd'hui, je vais préparer pour vous arepas. Ça, c'est la farine de maïs qu'on utilise pour faire des arepas. Mais ça, c'est pas seulement au Venezuela, c'est pas mal partout dans les... Ces marques, c'est vénézuélien. Pour moi, c'est plus facile de trouver ça ici, à Montréal, que pour ma mère à Caracas. Oh my God. Chez nous, au Québec, les tablettes des épiceries sont pleines. Le frigo de ma mère était aussi plein, surtout quand la visite débarquait. J'ai eu envie de partager un plat typique du pays de mon père, des rotis de Trinidad. C'est une sorte de crêpe avec des pois concassés et une garniture de poulet à l'intérieur. Moi, dans mon expérience familiale de jeunesse, on mangeait peu de la nourriture de mon père. Et à notre table, quand j'étais petit, c'était les Nations Unies, c'était vraiment des gens qui venaient de partout. Il y avait des Nord-Africains, il y avait des gens d'Amérique du Sud, on avait des Chiliens, nous, beaucoup à la table, qui sont venus parce que eux aussi, dans les années 60 et 70, comme celui le Venezuela, étaient jusqu'à un certain point des réfugiés politiques. Là. C'est pas exactement ça, mais un peu... Et eux, tous ces gens-là autour de la table, étaient particulièrement curieux de découvrir
la nourriture québécoise. Alors, dans nos fêtes du vendredi, du samedi, on mangeait... Ma mère, moi, adorait la nourriture que mon père faisait, mais de façon générale, les gens mangeaient beaucoup du ragoût de pâtes, de la tourtière, des choses qui sont vraiment typiquement québécoises et adoraient ça. À l'amitié, oui. à la vie et à l'ouverture. À l'ouverture. L'ouverture. Dans la maison de mes parents, on finissait toujours par parler de politique. Et là, j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis un moment. Hop, chef de police. Au Québec, la police, il y a un prestige qui vient avec ça, et puis il y a une confiance, je pense. Police, Venezuela. On n'aime pas ça. Et c'est surtout la police qui réprime les gens. Et la répression, c'est vraiment important. C'est pas comme je vais réprimander les gens, je vais juste lui roster avec du gaz lacrymogène. Ça, c'est juste pour commencer. Ça, c'est comme le amuse-bouche. Puis là t'exagères pas en disant ça. Là. C'est ça votre expérience avec la police. Là. Votre expérience avec la police, c'est la police d'une certaine violence, pas tout à fait juste. Il y a beaucoup de gens qui sont impressionnés juste seulement pour protester quelque chose. Toi, Fadi, quand t'entends qu'il y a ce genre d'abus de pouvoir de la police, ça va pas te faire plaisir? Mais ce qu'elle raconte, Cynthia, par rapport à son pays d'origine, c'est ça, je pense que les gens ne réalisent pas que ça existe ailleurs. Puis au Québec, honnêtement, avant que tu mets quelqu'un en prison juste pour avoir exprimé une opinion, on n'est pas dans le même monde, là. On est tellement ailleurs. C'est certain, j'aurais jamais épousé une carrière policière dans une société comme celle-là. Depuis tout à l'heure qu'on se parle, et c'est Cynthia qui travaille, et ça donne une très mauvaise image du Québec aujourd'hui. Vraiment. Parce que c'est pas supposé être comme ça. Mais nous, en même temps, on s'est dit, on va y aller pour l'efficacité. La seule qui fait vraiment bien manger, c'est Cynthia. Parce qu'il voulait nous faire goûter à un bon plat typiquement libanais, Fadi a demandé à sa maman de préparer des aubergines farcies. On y va? On va enfin manger ce que Cynthia a préparé et ce que la mère de Fadi a préparé aussi. Hey, une chose est sûre, la nourriture, ça unit. N'est-ce pas? Toi, je pense que c'est quelque chose dont tu es totalement convaincu, toi, Fadi. Tellement convaincu. Une fois que tu mets la nourriture de n'importe quel pays autour de la table, tout à coup, les gens s'assoient, sont curieux, sont intéressés à découvrir ce qu'est la nourriture, et ça dénoue la langue. Tout à coup, c'est quoi ton pays? D'où tu viens? On fait vraiment ça de même? Et c'est parti. Comment on mange ça, là, ça? Moi, j'ai jamais mangé ça auparavant. Ben, on mange ça comme du pain. C'est notre pain à nous, Oui. arepas. OK. Et vous le prenez comme ça, et tu mets un petit peu... En fait, c'est quand on fait... Oui, généralement, on l'ouvre et qu'on met de la viande, du poulet, des légumes, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu amènerais du Venezuela? Au début, les gens, mes amis, ma famille. Ça, c'est la partie la plus difficile de vivre dans un autre pays. Sinon, pour le reste, on s'adapte, mais... Est-ce que tu as espoir que ça change, la situation dans ton ancien pays? Malheureusement pas. Je n'ai pas l'espoir que ça va arriver tantôt. Pour nous, selon notre point de vue, ça ne va pas changer si vite. Donc d'ici peu, tu ne vas pas retourner? Non. Wow. Donc, ça fait 5 ans que tu ne les as pas vus? Oui, 5 ans. Et malgré tout, malgré ça, tu veux rester? Tu es sûr que ton choix, ça a été le bon? Ah oui. Oui. Quand nous étions là, le projet, c'était venir ici. Maintenant, c'est comme vivre. Pour moi, c'est juste vivre. Comme je pense pas beaucoup... J'imagine même pas beaucoup l'avenir. Je prends chaque jour, j'en profite, je vis, je
suis tranquille. Et surtout, profiter la qualité de vie qu'on a ici. On est comme... On respire, vraiment. Je comprends bien. Pour toi, Fadi? Je ne suis pas dans l'urgence de Cynthia dans le sens qu'elle vient de sortir d'une crise et maintenant elle se repose. Je suis totalement pas dans le repos. Je suis beaucoup plus dans un autre genre de situation où je me dis, bon, qu'est-ce que je vais laisser comme héritage? Moi, j'ai toujours travaillé avec une cause, une mission. Il faut qu'il y ait un sens. Je ne peux pas me réveiller le matin, surtout pas dans le domaine dans lequel je suis, tous les jours pendant 30 ans et le faire pour la paye. Je ne peux pas faire ça. Ma mère, qui est une fille qui a grandi ici, je me rappelle qu'elle m'a demandé qu'est-ce que ça prend pour danser. Puis moi, mon réflexe de la musique, je me rappelle que ma mère m'a répondu non, c'est pas ça que ça prend pour danser. Ça prend une main qui offre et une main qui accepte. Sans musique. Quelqu'un qui s'adapte, quelqu'un qui souffre. Une main tendue, une main reçue. L'idée de recevoir des gens à la maison, c'est d'avoir deux personnes qui ont des expériences complètement différentes, qui sont pas tout à fait rendues à la même place dans la vie, puis qui s'expriment autour de la table. Puis on voit bien à quel point ça devient riche et intéressant. Chez nous, les jeudis, vendredis, samedis, c'était des parties. C'était pas volontairement international, c'est juste que c'était ça le résultat. Alors, on dirait que chaque personne que je rencontre, et peut-être particulièrement dans le contexte de ce projet-ci, j'ai déjà vu ce profil-là auparavant. Cynthia, qui, dans le fond, c'est pas une réfugiée politique, mais c'est quand même une migrante de pensée. Elle migre parce qu'il n'y a pas d'espace pour sa pensée. Cynthia, c'est ça qu'elle nous dit. Cynthia, ce qu'elle nous raconte, c'est... Êtes-vous conscient de la chance que vous avez d'être ici? Parce que moi, je suis venu trouver un refuge. Je suis fier que dans le Québec de 1965, un homme noir, anglophone, comme mon père, ait pu arriver puis être accueilli les bras ouverts, pas juste par une famille, mais par toute une communauté. Mon père était préoccupé par l'intégration. Il n'est plus là pour l'être. C'est maintenant à moi de le faire.